Donc, nouvelle vidéo. Le SEO n'est pas mort. En réalité, il n'a jamais été aussi central. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer comment Google analyse et structure l'information et comment aligner le contenu sur ces raisonnements pour augmenter les chances d'apparaître dans les réponses générées par IA, qui s'appuient en grande partie sur les signaux et l'indexation de Google. Donc, je vous ai mis ici cet article, et la version complète de l'analyse, elle est disponible dans l'article publié sur mon compte LinkedIn. Il faut savoir que pendant longtemps, l'objectif était simple. L'objectif était d'obtenir des clics en optimisant les pages pour le crawler de Google, en surveillant le CTR. On cherchait à gagner quelques positions dans la SERP, la page de résultats de Google. Mais l'environnement, là, a changé. Donc, les moteurs de recherche deviennent des moteurs de réponse et les interfaces intègrent désormais des modèles IA capables de synthétiser l'information. Dans ce nouveau contexte, le rôle du SEO ne disparaît pas, bien au contraire, il évolue. Donc, le SEO reste le socle technique et sémantique qui permet à un contenu d'exister, d'être indexé et y compris. Mais au-dessus de ce socle, une nouvelle couche apparaît, c'est l'optimisation pour les moteurs de réponse. Cela implique donc de penser différemment le contenu. Moins comme une simple page destinée à capter un clic, et davantage comme une source structurée, crédible et contextualisée. Donc un contenu qui répond clairement à une intention de recherche. C'est ce que j'arrête pas d'expliquer. Et le but même de pas mal de scripts dans les pipelines que je vous ai montré dans les autres vidéos. Donc, un contenu qui répond clairement à une intention de recherche, qui s'appuie sur des entités identifiables et qui apporte suffisamment de valeur donc, pour être considéré comme une référence. L'enjeu, là, n'est plus seulement d'être visible dans Google, l'enjeu est de devenir une source pour les systèmes IA et une source que ces systèmes-là considèrent comme fiable lorsqu'ils construisent une réponse. Et c'est précisément ce que nous allons explorer dans cette vidéo d'optimisation SEO, mais non seulement SEO, mais aussi IO et VIO. Donc déjà, il faut comprendre que Google ne pense pas avec un seul algo, mais avec une stack de systèmes qui se déclenchent en parallèle. Chacun manipule des signaux entre page level et site level, nous allons voir ça après, puis les combine dans un score de pertinence. Donc en tout, il y a 3 stages pour faire apparaître le résultat sur la SERP. Donc ça commence par le crawling, puis il y a l'indexation, puis le service, qu'on appelle le ranking aussi. C'est là où les signaux SEO jouent. Il y a même un re-ranking qui se fait par la suite pour garantir la mise à jour des résultats. Donc, avant qu'une page puisse espérer apparaître dans les résultats, elle doit être découverte. Et c'est l'étape du crawling. Donc, c'est littéralement l'acte par lequel Googlebot peut imaginer frappe à la porte du site. Donc, le rôle là, notre rôle à nous est de maximiser les chances pour qu'il explore rapidement le maximum des pages de ce site. Comment ça? Donc, par l'optimisation de la sitemap, on peut imaginer la sitemap comme une carte routière. Sans elle, Googlebot risque de se perdre ou d'ignorer des pages stratégiques. Il y a aussi le maillage interne qu'on doit travailler, donc le maillage interne, surtout
le fait de réduire une nouvelle page à une page déjà bien positionnée, la performance du serveur, il s'agit là de cette fois-ci, et puis, bien sûr, des backlinks ciblés grâce à un mini PBN, c'est ce que je fais toujours. Donc, c'est que il faut comprendre que chaque lien de backlink agit comme une recommandation. Donc, des backlinks de tiers 2 vont à coup sûr accélérer la découverte. Il y a aussi le fichier robot.txt avec les halos et puis les balises méta qui doivent être bien configurées. Il y a aussi l'API indexing avec un script afin de notifier directement Google. Tout ceci afin d'optimiser le temps de crawling du site. Donc, une fois les pages découvertes, chaque page doit être cataloguée dans l'index de Google. Donc, on passe par la suite à l'étape suivante qui est celle de l'indexation. Pour accélérer ce processus aussi, nous avons la Search Console, très important. C'est le dashboard officiel qui permet de vérifier l'état des pages. Bien sûr aussi, l'API indexing aussi, c'est un raccourci technique pour pousser les pages, surtout les pages critiques à être indexées, telles que les news, les pages job surtout, si nous avons des contenus frais, avec un link building ciblé, avec des backlinks pertinents, afin de signaler à Google que la page mérite vraiment d'être enregistrée rapidement. Une fois que Google a découvert et rangé la page dans sa bibliothèque, donc les deux étapes ont été couronnées de succès, que ce soit le crawling ou l'indexation, c'est là que le vrai jeu commence. C'est là où commence vraiment le travail de SEO. Donc, Google, par la suite, après le crawling et l'indexation, il commence par la compréhension de la requête, le query understanding. C'est là, c'est par cette étape que commence le classement. Donc, pour la query understanding, il commence par une analyse linguistique, regarder les synonymes avec le BERT, le système BERT, le neutral matching et même d'autres systèmes qui sont encore plus anciens, tels que le RankBrain, par exemple, un système ancien connu depuis le début de Google. Par la suite, il fait une classification d'intent. Il regarde si l'intention de la page, elle est informationnelle, transactionnelle, locale. YL sont les blogs, c'est-à-dire Your Money is Your Life. Surtout les blogs, comme je vous ai expliqué, le trading et tout le reste. Il y a aussi l'intent de need freshness, news, etc. Pour sélectionner, là, il va sélectionner quel système ou quels sont les systèmes qui seront les plus pertinents. Là, par exemple, le but de l'inception engineering, ce que je fais, c'est de réduire l'ambiguïté pour Google. Donc, je continue, j'essaye de clarifier au plus l'intention et l'entité dans le contenu, et ainsi Google arrive à activer le bon système. Tout simplement, je l'aide à comprendre ce qu'il y a. Il y a aussi au niveau du IO-GUO d'autres intentions, telles que la navigationnelle. L'intention navigationnelle, donc c'est par exemple mettre du contenu comme quoi l'utilisateur pourra accéder directement à une marque ou alors un site, par exemple bouton login, enfin lien login ou alors
pour l'affiliation, par exemple, Amazon France, voilà, il y a l'intention comparative, c'est compris. Donc, c'est une requête orientée vers la comparaison de solutions de produits. C'est le best. Donc, par exemple, Slack versus Discord, par exemple. Ou alors, ce qu'on trouve de plus en plus sur Internet, meilleur quelque chose, meilleur X 2026, meilleur CRM 2026, allez. Il y a l'intention investigationnelle, c'est une intention proche du commercial research, mais plus exploratoire. Donc, par exemple, comment choisir un logiciel RS, ce n'est pas encore le BOFU, le bottom-up funnel. Il y a l'intention d'entertainment, c'est une requête liée au divertissement. Intention éducationnelle, des how-to, tutoriels. Il y a aussi celle du support, du troubleshooting. C'est l'intention orientée vers la résolution d'un problème technique, genre erreur 404 dans WordPress, par exemple. Il y a l'intention de réputation, le brand. Donc, c'est généralement une recherche d'avis ou de perception sur une marque. Donc, par exemple, avis sur Epson, ou alors avis Epson, un modèle bien déterminé, ou alors fiabilité banque Quanto. Il y a l'intention multimédia, avec la recherche d'images, vidéos, meilleure série Netflix 2026 par exemple, et la voice intent. Là, on met une formulation naturelle, le plus naturelle possible, genre quel est le meilleur resto indien près de chez moi, près de moi. C'est une intention qui est optimisée pour assistants vocaux et moteurs génératifs. Donc, concrètement, cette étape, elle va dicter si c'est le système local, le système freshness ou alors système news, helpful, qui prennent plus de poids ensuite. Comme nous avons dit, c'est que Google ne réfléchit pas avec un seul système, mais plusieurs systèmes en parallèle. Donc, une fois que la requête a été bien interprétée, il va passer à l'étape suivante, celle de l'étape du query funnel. Donc, cette étape, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qu'il fait exactement lors de cette étape? Donc là, il a compris l'intention générale de la requête grâce à ces systèmes de compréhension tels que BERT. Là, il ne se contente pas à Google d'exécuter une seule recherche dans son index, mais il va décomposer cette requête en plusieurs sous-requêtes, et chaque sous-requête interroge l'index différemment. Et par la suite, il va fusionner les résultats à partir de son index. Donc, exemple, j'ai pris un exemple là, Best SEO Strategy for the Stand-up, Startup par exemple. Donc, on aura comme funnel possible SEO Strategy for Startup. Donc, nous avons là la requête principale qui a été demandée, c'est la demande faite, c'était Best SEO Strategy for Startup. Les funnels possibles, là, SEO Strategy for Startup, il va chercher dans son index les pages qui donnent une réponse par rapport à cette requête.
Startup Marketing Strategy SEO, How Startup Get Traffic SEO, SEO versus Growth Hacking Startup, par exemple. Donc, chaque requête secondaire va extraire des documents différents dans l'index. Le moteur, par la suite, peut générer plusieurs variations de la requête afin d'explorer différentes interprétations possibles du besoin de l'utilisateur. C'est la raison pour laquelle l'optimisation moderne ne peut plus se limiter à un seul mot-clé. Là, on capte petit à petit la différence qu'il y a et pourquoi la plupart des personnes disent que, certes, le SEO n'est pas mort, mais l'approche, elle est totalement différente de ce que se faisait avant. Pourquoi? Parce que les contenus doivent là couvrir un spectre d'intention, de contexte, ce qui rejoint directement les approches IU, GU, où l'objectif est de structurer une réponse complète que le moteur peut retrouver quel que soit l'angle de la requête. Généralement, le query le fan-out lui-même, il a 4 dimensions. Il y a le query de la reformulation. Donc, Google, là, il va reformuler la requête pour couvrir les variantes, synonymes, orthographe, formulation proche. Par exemple, une requête logiciel RH, il va reformuler en outil de gestion des ressources humaines, par exemple. Ou alors RH software, au lieu de logiciel RH. Il y a l'expansion. Là, les entités sont élargies à leur relation dans le graphe, dans le knowledge graph, le graphe de connaissances. Par exemple, Tesla Model Y, il va interpréter ça en entité. Tesla, c'est la marque, donc Elon Musk, la liaison Elon Musk, c'est la personne, véhicule électrique, c'est le concept. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'entity expansion. Puis par la suite, il y a le context expansion. Donc, il ajoute un contexte implicite, tel que la géolocalisation, la langue historique, ou alors l'appareil depuis lequel la requête a été faite. Là, par exemple, meilleur resto italien, ben, il va interpréter cette requête différemment selon l'adresse IP de la personne qui a émis cette demande. Donc, il va l'interpréter différemment selon la personne. Il est installé, il cherche le meilleur resto italien depuis Paris, par exemple, ou alors Rome. Il ne va pas interpréter cette requête de la même manière. Donc là, la requête, elle est testée contre plusieurs intentions possibles. Donc, intentions comme informationnelle, transactionnelle, etc. Par exemple, Slack versus Discord, ça peut être traité comme comparatif ou investigationnel. Donc là, il va chercher dans son index un guide ou alors un tableau. D'où l'importance pour la GIO, pour l'optimisation GIO, de mettre des bullets et des tableaux dans le contenu. Donc, pour l'optimisation SEO, pour le query funnel, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on inclut des synonymes, des variants, des formulations proches dans le contenu, dans le titre, le FAQ, pour adapter le contenu au contexte. Pour l'optimisation, pour le IU, là, on prévoit des blocs de question answer qui reprennent les formulations naturelles. Comment choisir entre Slack et Discord, par exemple. Ça, pour le query reformulation. Par la suite,
Pour l'entity expansion, ce qu'on pourra faire comme optimisation, donc pour la vidéo par exemple, on pourra enrichir le contenu avec entité reliée, marque, concept, personne, avec balise et surtout le schéma .org, tout doit être labellisé, même le prix. Pour l'entity expansion, par la suite, ce qu'on pourra faire pour optimiser côté GUO, on pourra enrichir le contenu. Pour SEO, pardon. Donc, qu'on fait d'habitude. Donc, création de cocons sémantiques autour des entités. Page pilier, page satellite, une page, une entité. Une fois cette étape, donc, dans le but primordial de Google, c'est de fournir la bonne réponse dès le premier coup. Donc, une fois cette query fan-out faite, ben là, il passe la récupération des meilleurs candidats parmi toutes les pages qui ont été indexées. Donc, une fois la requête comprise, Google va tirer des milliers de candidats depuis l'index. Donc, par la suite, il y aura un matching lexical. Il y a l'algorithme Best Matching 25, par exemple, où il va prendre en considération la présence des tokens de la requête dans le type, déjà, le H1, le corps du texte, les encores. Ça, ce qu'on doit travailler pour l'optimisation SEO. Pour l'IO, pour être récupéré lors de cette étape de retrieval, il faudra travailler les parties QR, questions-réponses, FAQ, des fois il faut mettre le FAQ au haut de la page, les tableaux et les listes en boulettes. Pour la VIO, il faudra citer à partir de sources fiables. Et là, c'est tout un travail qui doit être fait avec le PBN. Donc, les sources fiables, ça se crée. On peut les créer. Tout un monde autour d'une personne, même fictive, qui n'existe pas. Donc, il y a par la suite le tel frequency. Plus un mot apparaît souvent dans un document, plus ce document est jugé pertinent. Il y a le IDF, l'Inverse Document Frequency. Donc, ce sont les mots trop fréquents dans le corpus. Plus il y a de le et de et tout le reste, ben, c'est pondéré à la baisse. Très important à savoir. Il y a une normalisation par longueur. Ça évite qu'un texte très lent soit avantagé, d'où l'inutilité de mettre en ligne des articles de, je ne sais pas, de demi-caractères. Ça doit être prohibé aujourd'hui parce que le plus important pour Google et tout le reste, c'est la maîtrise des tokens et de l'énergie. Donc, faut vraiment adapter le contenu au nombre de chunks par la suite et j'ai bien expliqué cela sur l'une des vidéos que j'avais postées. Donc, quoi d'autre? Il y a par la suite le matching sémantique. Proximité du concept, même si les mots exacts ne sont pas les mêmes. Donc là, le travail doit être fait par rapport au long trail. Par la suite, arrive le filtrage dur, il voit s'il y a du spam, du cloaking, duplication, d'où l'importance de la canalisation, une langue inadaptée à la requête. Il y a même la géographie impossible, paraît-il. Donc, il regarde, il regarde si le service est disponible dans le pays depuis laquelle la requête a été faite. Très important pour le gambling, ça. Donc ça,
le but primordial de Google, c'est d'éliminer le bruit, de garder un pool de pages potentiellement pertinent. Cette pool de pages ben, va partir à l'étape suivante, qui est l'étape de préparation au scoring. Et là, on va parler du page level et site level. Donc, ça va être joué sur deux parties. Donc, le pool, sur ce pool qui a été choisi lors du retrieval, donc, les modèles de ranking vont calculer un score pour chaque couple requête document. Ils vont mélanger les signaux entre page level et site level. Donc, le plus important, toujours, c'est le page level. Là, il choisit plus important, pertinence, qualité. Donc, il va utiliser des systèmes de scoring. Par exemple, le BERT, il va aider Google à comprendre le contexte et la sémantique des requêtes. Le Freshness System, il va privilégier le contenu récent pour la requête sensible. Autant, par exemple, s'il s'agit d'actualité ou alors d'événements. Il y a le Dedication System. Puis là, il va éviter de montrer plusieurs pages avec un contenu identique, par exemple, ou trop similaire. Il y a par la suite le Content Relevance and Quality. Content Relevance and Quality, il va analyser la correspondance entre le contenu de la page et l'intention de recherche. Il y a Page Experience Signal. Là, il va voir la vitesse de chargement, l'interactivité, très important, là, le smartphone, et ben, le Core Web Vitals, stabilité visuelle, quoi. Par exemple, des points dont il faudra faire attention là pour bien ranker. Pour la pertinence sémantique, il faudra voir s'il y a une adéquation entre la requête et le contenu. Donc les entités concurrentes. C'est ce que Google fait pour voir la pertinence sémantique. Donc là, il y a aussi une couverture complète du sujet, pas juste une mention superficielle. Pour la qualité du contenu, on va voir la profondeur, on va estimer la profondeur. L'utilité du contenu help, une démonstration de EAT. De EAT, c'est expertise, experience, c'est autorité et confiance, trust. L'usabilité de la base, c'est le X. Donc, vitesse de chargement, conformité aux guidelines de Google, pas trop de pubs, navigation claire, silo. Les signaux d'engagement, là, il va faire une probabilité de clic estimée. Il va estimer une probabilité de clics selon les autres sites, les autres pages qui traitent du même sujet. Comportement, là aussi, on voit l'importance du smartphone. Donc, real time, le pogo sticking, il va vérifier le nombre de fois où il y avait eu des retours rapides de la page vers la SERP. Donc, pour lui, il va en déduire que le contenu ne répond pas vraiment à cette requête puisque les personnes repartent sur la SERP pour chercher une autre page. Lors du re-ranking, par la suite, il va éliminer la page directement.
D'où l'importance aussi du tampon. Avec le tampon, on pourra jouer sur ça. Là, Google va mesurer si la page satisfait typiquement les utilisateurs pour ce type de requête. Voilà. Une fois le score établi sur le page level, il va passer au site entier. Là, il va voir l'autorité et la réputation. Donc, il va voir s'il y a un exact match domain system. Il va voir et ajuster l'impact. Donc, ça a un impact, mais pas aussi important que ça. Que de mettre, par exemple, d'avoir un nom de domaine plombier Marseille 4e arrondissement. Plombier Marseille 4. Ça a une importance, mais pas suffisamment pour faire ranker la page. Il y a d'autres manières pour faire ça. Donc, avec l'exact match, ben, il va ajuster l'impact des noms de domaine contenant directement les mots-clés. Il va voir le domaine authority, donc la réputation globale du site. Là, la qualité des backlinks, c'est pour cette raison-là qu'il faudra toujours faire attention au stable. Fiabilité du domaine, l'âge du domaine même. On va voir si le domaine a toujours traité du même sujet ou pas. Il y a le Spam Detection System, il va identifier les pratiques abusives. Et l'Overall Site Quality, donc la cohérence du contenu, structure interne, absence de malware et sécurité. Donc ces signaux du site-wide, le site level compte, mais ne portent pas toutes les pages. Donc en pratique, avec ces deux visions, ces deux sections, on peut dire qu'une page excellente sur un site moyen peut quand même surgir et inversement. Donc un site moyen peut survivre grâce à une page excellente. Et on peut dire aussi qu'un gros site fort ne verra pas toutes ces pages tirer profit de son autorité. Il ne suffit pas d'avoir un DR fort pour espérer par la suite ranker toutes les pages. Pour l'optimisation des côtés pageable, dans le SEO classique, on faisait quoi? On identifiait les requêtes à forte intention, on mettait en ligne des landing pages ou alors des page view avec des backlinks. Donc, ce qu'on faisait avec le SEO avant, on essayait de capter une demande déjà existante. Ce que j'essaie de faire avec une Inception Engineering, par contre, là, je prends le SEO bien sûr en sous modèle, puis par la suite, je continue. Donc, je travaille le SEO avec du crawling GS et le GSC console, Search Console de Google. Je mélange les deux. Puis par la suite, je fais une structure de graphe plus entité. Donc il y a pour travailler les pages pilars et les pages satellites avec relation sémantique, cluster thématique et citation, maillage multisite aussi. Puis par la suite, j'amplifie tout ceci par Private Plug Network en plus d'un Farmphone qui sera utilisé pour les points que je vous ai expliqués. Pour le site level, par la suite, avant de partir. Ah oui. Donc,
Pour le page level, donc, commence par mapper les intents comme le fait Google exactement, donc afin de coller à la façon dont les classificateurs Google labellisent la requête. Donc là, je cartographie tout le marché. Je m'arrête pas au keyword comme avant. Donc je commence par l'écosystème, je fais une analyse par exemple des concurrents directs. Je fais une extraction des pages pour voir le top trafic de ces sites, sur quelle page. À partir de ces pages, je fais une identification des clusters dominants. Par la suite, je fais un regroupement en intention réelle. Donc là, je traduis chaque cluster en intention utilisateur. Par exemple, euh, pour chaque cluster, je vois s'il y a une intention transactionnelle, intention, par exemple, de comparaison ou d'évaluation. Par la suite, là, j'ai mon plan de travail sur quelle intention le contenu va porter, sur quelle intention, oui, le contenu va porter. Puis par la suite, grâce au crawling du site et de la GSC, je prends des décisions par rapport aux pages déjà présentes sur le site. Bon, par exemple, si l'impression, il y a beaucoup d'impressions, mais le CTR, lui, il est très bas, logique. Donc, le snippet, Google a présenté ce résultat à la requête maintes fois, mais peu de gens par la suite avaient cliqué pour voir la page, c'est que le snippet ne convertit pas. Donc, que faire pour que le snippet convertisse? Il faudra changer le titre, déjà, la métadescription et, bien sûr, le schéma .org. Il faudra ajouter par la suite des blocs de réponses concis, max 60 mots pour le IO. Des questions-réponses avec des H2 et des réponses en paragraphe en haut de la page, puis par la suite des FAQ. Pour l'optimisation GIO, Generative Engine Optimization, là, je crée des blocs de contenu directement. Donc, ce qu'on appelle des un seul bloc. Par contre, si l'impression, il y a beaucoup d'impressions et la page elle est en position moyenne, ça veut dire qu'elle fait pas partie du top 5. Donc là, j'optimise le contenu. Par exemple, pour les SEO, là, j'enforce le contenu existant. J'essaie de m'approfondir encore plus dans le sujet, des sous-sections, le maillage interne aussi. Pour l'IO, ici, j'extrais des questions avec des commandes associées à ces requêtes afin de produire des réponses structurées. Pour la GIO, ben, je fais un audit des URL déjà cités dans les IA. Par la suite, je repars enrichir la page avec des blocs de connaissances, donc comparaison, tableau, ou alors des boulettes. Voilà.
Si tout est mal loti, ça veut dire les impressions, quand il n'y a pas eu d'impression, ni de CTR par la suite, là, par contre, maillage interne, backlink, travailler sur des nouvelles requêtes avec amplification PBN, des tiers 2 explicatifs, des tiers 3 pour amplification. Ça, généralement, c'est le travail fait au tout début. Donc là, pour le SEO, je travaille le maillage interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends une page à haute autorité et je fais un lien vers une page que je commence à faire monter dans le classement Google afin d'avoir plus d'impressions et donc plus de CTR. Pour l'IO, ben, je fais une recherche de nouvelles requêtes. Surtout, je travaille sur le long trend, c'est que si la page n'a pas eu assez de succès, c'est il y a de la concurrence, il y a une forte concurrence là-dessus. Pour la GIO, la GIO, le plus, la solution adéquate pour moi, c'est le PBN, pour l'amplification GIO. Là, à coup sûr, on va accroître la visibilité auprès des modélistes. Ah, là, pour les intentions, donc, je vous ai mis un tableau. Par exemple, pour l'intention informationnelle, pour l'optimisation, pour le SEO, en profondeur thématique, pour l'IO, des réponses directes et FAQ, pour la GIO, contenu clair et concis, c'est commercial, si c'est commercial, donc comparatif, liste tableau pour l'IO et benchmark narratif pour le GIO, transactionnel, fiche produit optimisé avec CTA et tout. Pour l'IO, des réponses aux objections FAQ avec RAG, là. Track social pour la GIO. Si c'est une intention locale, c'est là l'indique page locale, plus ANAP, numéro, adresse, non, pardon, name, address info, avis, FAQ et horaire pour l'IO et un narratif contextualisé avec quartier et tout les restes pour l'optimisation GIO. Your man is your life, donc source fiable pour le SEO comme d'hab, et par la suite pour l'IO réponse factuelle, contenu rigoureux pour le GIO, freshness, une datation lisible, en CD pour le SEO, résumé rapide là pour l'IO et un contenu créatif pour l'optimisation du GIO. Donc là, une préparation au scoring faite à partir de la page et du site en entier. Ce que je fais moi, c'est l'intent mapping avec une optimisation et le système qui va être, ça c'est très important, utilisé par Google. Donc, une intention informationnelle, ça c'est du SEO classique. Donc, une information informationnelle, Google va utiliser le core ranking plus le helpful content comme système pour le scoring. Donc, pour le page level, il va voir s'il y a un profondeur, donc topic depth, clarté, et puis structure. Sur le site en entier, il va voir s'il y a si le site
a une thématique claire. Donc, action recommandée, guide plus article de blog. Si c'est si nous allons travailler un contenu avec une information, une intention informationnelle. Your Money, YL, finance santé, donc il va faire kiff, co-ranking helpful content, transactionnel, comparative, investigationnel, éducationnel, intention, par exemple, promo financier, donc là, il va, à part le ranking, il y a le commerce, donc, comme focus sur la page level, il va voir s'il y a des offres claires, des CTA visibles. Pour le site en entier, il va voir s'il y a une cohérence promotionnelle, comme optimisation, ce qu'on pourra faire. On va mettre du hero page, donc de landing page, hero page. Donc, une landing page, généralement, c'est une page isolée, qui est spécialement conçue pour les ads. Les hero pages, ce sont les pages qui font partie du site lui-même. L'entrée, et puis intention après-vente, toujours le co-ranking plus le helpful content. Au niveau de la page, il va voir s'il y a une information claire, du site s'il a une cohérence support. Donc là, par exemple, très important, page suivie de commande. C'est cette raison-là que, généralement, on voit cette page. Donc, ce que je fais par la suite donc, par la suite, je donne rapidement, d'accord, je donne rapidement les étapes. Donc, pour calculer ça, par la suite, je fais une analyse des pages qui rentrent. Donc, je vois si c'est le type des pages, guide, catégorie. Je fais une étude de la structure, puis tout cela afin d'identifier les entités récurrentes. Par la suite, je crée le keyword principal, travaille les mots-clés, donc keyword principal, variante secondaire, puis par le titre l'entrée. Tout ça avec comme objectif, comme je vous ai expliqué toujours, une page, une intention, pas de cannibalisation. Une intention ne va pas être traitée sur deux pages différentes. Par la suite, je fais un gap analysis. La différence qu'il y a, ça veut dire je vois que le concurrent arrive à rentrer et je regarde s'il y a des opportunités. Il y a pas trop de concurrence là-dessus. Là, ce sont des positions enfin des zones où je pourrais prendre position rapidement. Pour les mots-clés, il ne faudra pas s'arrêter au niveau du SEO. Il faudra continuer. Donc, volume, keyword difficulties et surtout intention. Donc, achat versus info. Afin de prioriser les mots-clés qui peuvent nous générer du revenu, pas seulement du trafic. Par la suite, la construction du courant sémantique. Là, on va transformer toute cette data en structure de pages piliers, puis par la suite des pages satellites avec les entrées, les questions précises.
et surtout un maillage interne afin de le vue transport. Nous allons par la suite orienter le transfert d'autorité. On continue par la suite le suivi de position avec une analyse des pages qui montent, puis celles qui stagnent, et les ajustements à apporter au niveau du contenu, avec un ajout de section, d'entité, de statut. Donc là, SEMrush, c'est bon, tout dépend du client, mais généralement, je le affiche pour traquer le ranking et des organismes autres. Par la suite, ce que j'essaie de faire toujours, c'est de relier tout ce travail avec le business. Donc, je regarde les pages sur lesquelles il y a du trafic, mais avec faible conversion. Il y a du trafic, mais ça ne convertit pas, donc j'essaie de retravailler le message. Par contre, pour les pages avec faible trafic, mais qui convertissent, donc là, j'essaie de retravailler le SEO et c'est sur ces pages-là que généralement je lance des campagnes ads. Surtout, j'essaye d'identifier les requêtes à partir desquelles on pourra générer le plus de leads qualifiés possible. Donc là, je segmente les mots-clés en bouquettes, donc informationnel, commercial, rituel, tout le reste. Par la suite, pour le SEO, comme d'hab, je fais une cartographie des mots-clés avec un script. Je fais une SERP API, donc une vérification sur la SERP du top 5 sur chacun des mots-clés. Là, pour l'IO, je vais passer en mode question toutes les formulations qui ont été faites au niveau de ce mot-clé, donc avec les comment et pourquoi, etc. Et par la suite, pour les GIU, donc il faudra repérer les requêtes reprises par les moteurs IA. Et sur les 5, là, c'est le top 5, sur le top 5, on pourra voir l'intention priorisée par Google afin de travailler sur le système généralement activé sur la requête. Par exemple, c'est que s'il y a trop de local pack, c'est que Google active son système local. Il y a sur la SARP, il n'y a que des dates récentes, c'est qu'il y a il active le système des news. Comparatif, là, le product review. Et à partir de là, comme je vous ai expliqué, on va travailler le contenu selon le système. Selon le système proposé par Google. Donc, à la suite, il faudra toujours, moi, dans la niche de comment je pourrais faire pour accompagner une startup dans sa requête de levée de fonds. Donc, déjà, elle va prouver qu'il y a vraiment une demande sur le marché. Donc, il faudra pour cela cartographier les monnaies intent, par exemple. Donc, ce sont monnaies intent requêtes directement liées à la conversion, genre pricing, essai gratuit, tout le reste. Le problème là,
Donc, les requêtes où l'utilisateur exprime vraiment son pain point, sans pour autant chercher une requête précise, d'où l'importance, une solution précise, pardon, d'où l'importance du Reddit. Par la suite, identifier les formulations en mode question, donc les comment et tout le reste qui alimente vraiment les assistants IA. Je crée des pages ILO optimisées pour chacune de ces requêtes avec des conversions claires telles que essai ou alors waitlist. Donc pour les SEO, il y aura des balistiques liées à ça précis. Contenu structuré, données structurées avec le schéma.org. Pour l'IO, là, il y aura des réponses directes en haut de la page, encadrées avec une FAQ par la suite. Ce qu'on appelle le snippet friendly avec des tableaux, et comme je vous ai expliqué, des listes en boulettes. Pour le GU, des blocs concis, clairs, avec des sources citées, avec CTA, preuve sociale. Donc, il y aura des hello pages, comme je vous ai expliqué, pour les tractions directes, les conversions, donc création de traction. Il y aura des programmable pages, donc ce sont des pages d'acquisition plutôt, du marketing, avec une optimisation de la qualité du site pour le site-wide clean. Voilà. Une fois le score établi, il y aura le ranking. Il y a même un ajustement par la suite et un re-ranking au final. Donc, après le ranking brut, là, Google va ajuster vis-à-vis surtout du contexte, adresse IP et tout le reste. Et là, pour l'ajustement, ce qui va éviter surtout qu'un seul site occupe tous les slots organiques. Il va voir la fraîcheur des news, puis par la suite, il va injecter son local pack, du Kama, fiche locale et tout le reste. Et il va décider surtout du système dédié. Donc là, on aura la liste finale en pool. Il va injecter la liste finale sur la SERP. Donc il y a le système avec push pour le discover et pull pour la SERP. Pour le discover, c'est une extension naturelle, certes, mais avec une mécanique différente. Donc là, l'objectif n'est pas seulement de ranker sur une requête, mais d'entrer dans un flux algorithmique de recommandation qui va pousser le contenu au utilisateur. Donc ça fonctionne pas comme Google Search. En réalité, ce sont deux systèmes totalement différents. Dans Google Search, l'utilisateur exprime l'intention via une requête. Donc Google analyse cette requête et classe les pages les plus pertinentes. Nous avons vu ça. Discover fonctionne à l'inverse. Donc un modèle push. Donc
Google, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse les centaines d'intérêts d'utilisateurs et puis par la suite pousse du contenu dans son flux. Même si l'utilisateur n'a rien demandé. Donc là, ce que va nous signifier ça, c'est que un contenu peut générer des dizaines de milliers de visites en quelques heures, puis disparaître complètement quelques jours plus tard. On ne peut pas travailler pour la visibilité sur Discover. Deux signaux principaux font que ce contenu disparaisse, donc la fraîcheur du contenu et puis la résonance avec les intérêts des utilisateurs. Ça, c'est le NAI ADES. Bon, pour le pipeline de Google Discover, c'est qu'il faut savoir qu'un article passe par plusieurs étapes avant d'être distribué par le Discover. Il y a le crawl indexation, bien sûr, extraction d'entités, pour voir les entités présentes, personnes, entreprises, lieux, concepts, analyse des métadonnées. Google va faire un focus sur le titre, l'image principale, très important, et l'image pour le Discover, l'auteur, la date de publication et les données structurées. Il va faire une classification en cluster thématique. Chaque article est classé dans une thématique précise. Filtrage du domaine. Là, il va bloquer un site entier, une page spécifique, il va voir s'il y a du spam. Il va faire un matching avec le centre d'intérêt. Et puis un ranking. Un ranking selon plusieurs signaux. Donc fraîcheur, CTR estimé, engagement probable, réputation du site. C'est tout à fait différent des systèmes du search. Il va faire une conception du flux. Donc le flux va générer dynamiquement. Il va analyser par la suite la réaction, s'il y a des clics, des partages, des interactions. Donc là, le filtrage intervient avant le ranking. Déjà. Donc si un problème est considéré comme problématique, les articles vont être exclus du flux avant même d'être évalués. Donc lorsque Discover analyse une page, l'ordre de priorité pour extraire les métadonnées, il commence par le schéma org les zones LD, un travail IU. Par la suite, Open Graph, il y a le Twitter tags et les balises HTML. Donc, si les données sont structurées ou alors que, au contraire, sont incorrectes ou absentes, donc Google va mal comprendre le contenu, il ne va pas pousser le contenu sur le Discover. Il faut savoir aussi que pour Discover, les balises les plus importantes sont les balises d'articles, new article, blog posting, author, publisher, image et date published. Donc là, il y a une très grande importance des images dans le Discover. C'est un format visuel avant tout, donc les images jouent un rôle déterminant dans le CTR. Pour être éligible là, image minimum 1200 pixels de large, balise max image preview large et image détectée dans schema.org ou l'Open Graph généralement dans le schema.org. Donc, contrairement aux résultats du search, Discover n'est pas une page statique du tout. Donc, le flux fonctionne avec une connexion persistante côté application, ce qui signifie que de nouveaux articles peuvent apparaître pendant que l'utilisateur scrolle. Un contenu
peut être retiré du flux après avoir été affiché et l'ordre des actifs peut être modifié même en temps réel. C'est un système vivant de flux Discover qui évolue en continu selon l'actualité et les interactions des utilisateurs. Donc il y a un double filtrage qui va décider de la visibilité. Le filtrage domaine, déjà, il va évaluer la réputation globale du site, puis par la suite, un filtrage de sa URL. Chaque article va être analysé individuellement. Donc s'il y a un titre trompeur, une expérience, ou alors une expérience UX mauvaise, des pop-up intrusifs, compte tenu de faible qualité, ou alors surtout des signaux utilisateurs négatifs, là aussi, on voit l'importance du painful. Donc directement, il va prendre ça par un signal négatif. Donc contrairement au SEO Search, le Discover fonctionne souvent avec des seuils de qualité stricts. Si le site tombe sous ces seuils, la distribution peut être coupée, ce qui nous implique un travail d'optimisation AIO-GIO pour la visibilité sur le Discover. Donc, dans mon approche à moi, c'est un canal d'amplification naturel. Donc, pour le SEO, on essaie de capter la demande existante. Pour l'AIO, on va structurer le contenu pour répondre directement au moteur de réponse. Pour la GIO, on va pousser ce contenu vers l'utilisateur avant même qu'il ne cherche. Donc là, on ne se contente plus de répondre à une demande, on va créer cette demande en injectant du contenu dans le flux intentionnel de l'utilisateur. Comment je fais ça? Donc, données structurées avec une schéma.org complète et correcte, les images supérieures à 1200 pixels, contenu toujours mis à jour, avec une autorité thématique forte, travaillée, bien sûr, UX mobile, titre engageant et cohérence entre titre, image et contenu. Donc tout ça, c'est fait directement dans la structuration de la knowledge graph, dans le travail des entités, et des pages publiques, avec une amplification à partir du PBN et du Farfone, qui permet une distribution algorithmique dans les flux des utilisateurs par la suite. Donc l'objectif de l'Inception Engineering avant tout, c'est de ranker le contenu, voir le contenu cité par les moteurs IA et une distribution à partir de Google Discover. Donc là, une omniprésente dans tout l'écosystème. Un mot sur le système. Donc, c'est un système de recommandation basé sur l'engagement. Là, pour comprendre un peu le système, donc il y a beaucoup de subtypes. Personal Update, MID based NIDES, là c'est le knowledge graph, NID, interprétation. Interprétation, c'est une personnalisation basée sur l'entité et le knowledge graph. Donc le MID, c'est l'identifiant attribué par Google au sein du knowledge graph, après l'avoir codé, pour représenter une entité, que ce soit une personne, un lieu ou une organisation.
Le NAIADES, c'est le nom de code interne utilisé par Google pour certains modules Discover. Le Personal Update, MID Based. Donc ça signifie que le contenu proposé dans Discover est personnalisé en fonction des entités, donc via ce MID, le nom du graphe, qui correspond au profil propagé, historique de recherche, centre d'intérêt et engagement passé. Donc le Discover va utiliser ce subtype pour mapper le profil utilisateur aux entités du knowledge graph. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une personne interagit souvent avec des contenus liés à Eplon, par exemple, donc Discover va pousser des articles récents pertinents sur Eplon. Une couche de personnalisation algorithmique qui va relier le comportement à des entités structurées. Donc là, on parle plus de mots-clés. Donc si le contenu est suffisamment optimisé AIO GIO, ça va certainement améliorer la visibilité globale et la qualité sémantique, ce qui va par la suite augmenter les chances d'être sélectionné par Google. Voilà, c'est ce que je vais d'expliquer ici. Donc, il a tendance à classifier les utilisateurs par cluster d'intérêt, d'où l'intérêt, d'où l'intérêt du travail avec le PBN, parce que pour chaque PBN, il y a un profil établi, avec son blog, un profil, un avatar, mais vivant. Avec cet avatar et avec le front farm, nous allons travailler sur le profil type de telle sorte que le contenu soit placé vers ce profil-là. Ça veut dire que, par exemple, si nous allons créer de l'attraction pour une start-up qui fait des CRM, ben nous allons créer des profils types autour de cet intent de pour découvrir ce CRM, par exemple. Ce que Google va faire par la suite, il va trouver plus de facilité à classifier l'intent de la personne qui va faire la requête et nous aurons beaucoup plus de sens à faire apparaître le contenu et sur Discover et sur Search et sur les AI. Donc le contenu va être par la suite omniprésent. Il n'y a pas d'une autre solution que le PDN et le Parfum. Donc là, je vais essayer de simplifier. Pour faire la distinction entre le travail, l'optimisation, l'objectif principal et l'impact sur la visibilité sur Discover. Par exemple, pour l'SEO, l'objectif, c'est la visibilité sur la SERP principale. Et s'il y a un impact sur Discover, il y a un impact, même indirectement. C'est que si le contenu est bien indexé, donc il va être reçu par Discover. Pour l'IO, l'objectif principal, c'est d'optimiser pour les réponses d'IA. Pas un faible impact direct, mais améliore la clarité et la structuration du contenu. Pour la GIO, par exemple, par la suite, c'est focus, c'est optimiser pour que le contenu, pour que les modèles citent et reproduisent le contenu. Il y a un impact indirect, c'est que un contenu bien structuré et référencé, il va être certainement repris par Discover. Discover lui-même, c'est un flux personnalisé basé sur l'historique, l'engagement et la pertinence, qui dépend surtout de la qualité éditoriale, du format, de la variété.
Donc, la pipeline, surtout la pipeline, celle du QuickWin, elle vise à rendre le contenu qu'on appelle machine readable, donc optimisé pour les moteurs conversationnels génératifs. Google Discover aussi, il fonctionne comme un content recommendation engine, donc proche d'un réseau social plutôt que du chat. Donc l'optimisation va reposer sur des titres accrocheurs avec des visuels attractifs, du contenu trending, mobile first et bien sûr le AT. Donc croire qu'une optimisation IO-GIO pour Discover est suffisante, c'est une erreur, et que le Discover est plus proche d'un algorithme de recommandation que d'un moteur de recherche. Une optimisation trop orientée IA peut négliger l'aspect éditorial et visuel. Il faut comprendre les limites du Discover, c'est la volatilité. Donc, Discover est instable, le trafic peut varier selon les tendances et surtout l'historique utilisateur. Si on essaye de comprendre les étapes du Discover, donc pour la phase initiale, bien sûr, Google ne connaît pas encore les préférences fines d'un utilisateur, donc il copie un flux type basé sur des profils similaires, âge, localisation et thématique générale. C'est ce dont je viens de vous expliquer, l'importance des profils avatars créés avec le PDN et le smartphone. Donc là, ce que je fais, c'est créer plusieurs profils avec des comportements cohérents, du clic, de choix de contenu, tout le reste. Donc, Discover, ce qu'il va faire par la suite, il va aligner le plus de ses profils sur le contenu qu'il privilégie. Donc, le flux, bien que le flux au début est quasi identique pour les personnes d'un même type. Dès que le profil interagit, c'est là que Google commence à ajuster avec un scoring pour personnaliser davantage. Donc, ce que je fais, c'est renseigner à l'algorithme que ce contenu est très pertinent pour le cluster. Donc, il va choisir ce contenu pour le cluster et directement, il va euh, pousser le contenu sur le Discover pour un profil similaire au profil que j'avais créé. Donc voilà, ça c'était pour expliquer qu'il ne s'agit plus de faire du SEO, bien que le SEO n'est pas mort, certes, mais l'approche, c'est elle qui diffère aujourd'hui. Donc là, on fait plus de SEO, on structure le site pour que chaque signal utilisé pour le ranking system serve directement la métrique par la suite phone driving. Donc il y a une demande qualifiée, la création de traction et des signaux de marché très importants par la suite pour le passage du site vers la série A. Voilà, donc les étapes, crawling, indexation, commence le classement, il fait le query understanding, différentes interprétations de la demande, je pense que c'est 5, avec le query fanout, pardon, query understanding, puis par la suite query fanout. Il choisit les candidats, il fait une préparation au scoring, arrive par la suite au scoring, par la suite au ranking, il fait un ajustement, re-ranking. Ça, c'est pour la page Sharp, donc en push, il va pousser les résultats sur la Sharp. Par la suite, il y a un push
pour une visibilité sur le Discover, qui est un moteur de recommandation basé sur les entités historiques des utilisateurs grâce à son système de Anaïa DES. Voilà, c'est tout. Et je vous remercie. Je vous dis à la prochaine vidéo.